Ça va vous? Alors aujourd'hui, retour à l'école. Ouais, on est ici au collège. Alors on est là pour rencontrer un enseignant. Ça c'est pour une autre vidéo. Mais puisqu'on est là dans une école, je trouve que le lieu il se prête particulièrement bien au sujet de la vidéo qu'on va traiter aujourd'hui. Allez, c'est parti. Alors, ce que l'écologie peut apporter aux autres sciences dures. Bon, évidemment, ce titre, il est là pour faire réagir. Il est bien évident que cette vidéo, elle évoquera pas uniquement les sciences dures. On est absolument d'accord, et moi le premier, le clivage sciences dures, sciences molles, on dit aussi sciences douces pour adoucir le terme péjoratif, même si pour le coup, à mon sens, le fait de dire sciences douces, ça rend encore le terme encore plus paternaliste. En tout cas, ça rend pas service au progrès, et ça entretient des stéréotypes qui vont à l'encontre même de l'essence de la science, à savoir l'ouverture et la curiosité. Et finalement, ce titre, s'il attire l'œil, il permet en tout cas de le rappeler. Ça va sans dire, mais ça va toujours mieux en le disant. Mais avant tout, c'est quoi sciences dures et c'est quoi sciences molles? Tout d'abord, très grossièrement, les sciences dures rassemblent l'ensemble des disciplines scientifiques qui se donnent pour objet d'étude la compréhension et la description du monde qui nous entoure. Et charité bien ordonnée commençant par soi-même, on y trouve les sciences du vivant, les sciences de la terre et les sciences de la matière. Et dans tout ce bazar des disciplines scientifiques, il y en a un paquet. De la mycologie, qui étudie les champignons, en passant par la pétrologie, qui étudie la formation et la transformation des roches, ou encore la chimie organique, la bête noire de tous les étudiants de premier cycle en sciences du vivant sur la planète, ou encore la physique quantique. Et là, je me garderai bien d'expliquer ce que c'est, en terminant par l'embryologie, qui étudie la formation et la transformation des êtres vivants fécondés. Il y a de quoi faire parmi les sciences dures, et elles sont toutes aussi passionnantes les unes que les autres. Ensuite, à ces sciences de la nature, vient s'ajouter le groupe très particulier des sciences formelles. Et là, on va avoir la bête noire, non pas uniquement des étudiants de premier cycle, mais on va dire d'un peu tout le monde, depuis la maternelle jusqu'à presque nous tous en fait, puisqu'on trouve dans le groupe des sciences formelles les mathématiques. Bon là encore, j'exagère pour attirer l'attention. Mais le fait est qu'on a tous été témoins du fait qu'on n'a pas tous la bosse des maths, même si l'existence de cette bosse, elle reste encore à confirmer. Mais en 2016, Evans et Ullman prouvaient dans leur article publié dans Frontiers in Psychology que la difficulté que certains ressentent avec les maths, quand d'autres te font une équation du 4e degré à l'aise, eh bien ça pourrait être lié à certaines configurations de certaines zones du cerveau. Et en particulier à certaines zones liées à la mémoire procédurale, des zones impliquées dans la formalisation et la compréhension de données abstraites, comme les chiffres. Donc pour ces deux auteurs, il y a là une cause, parmi d'autres évidemment, qui relève de la biologie et de la physiologie. Et je vous invite vraiment à lire cet article passionnant, ce qui fera dire à certains « Ah finalement, j'étais pas un crétin en maths, hein monsieur Seldran ?» Bref. Et à ça s'ajoute une composante sociale et sociétale quant à l'idée qu'on se fait des sciences formelles, même des sciences dures en général, et en particulier des maths. Ce qui fera le lien, vous le verrez justement, avec les sciences dites douces. Vous voyez comme j'ai bien réfléchi mon truc? Alors je dis sociale et sociétale, mais la première des sociétés, c'est évidemment la famille. Et le fait est que si les maths, c'est une hantise pour beaucoup d'élèves et d'étudiants, les maths, c'est aussi une hantise pour énormément de parents. Une étude publiée en 2015 par l'Université de Chicago montrait d'ailleurs que la peur des maths, l'aversion pour les maths, c'est pas loin d'être un caractère héréditaire. Pourquoi les mathématiques? C'est une question que vous êtes certainement posée souvent autrefois quand vous étiez sur les bancs de l'école ou du lycée. Vous ajoutiez même en général... Have I ever told you how much I hate math? Oh my god, math. I hate math. Math sucks. Who needs math? Ils sont tellement à te dire qu'ils étaient le dernier de leur classe en mathématiques que ça t'interroge quoi. Comment ils pouvaient être autant de derniers? C'est la destinée d'être nul en maths. Les mathématiques, c'est du sérieux, c'est du solide. Ça fait peur. C'est devenu en fait une espèce de truc qui tétanise tout le monde en disant je comprends plus rien. C'est pas normal ça va pas. Math for
for me are just a means to get a grade to get into college. L'étude montrait ainsi qu'il existait une corrélation entre le fait que un ou deux parents au sein d'une famille se montrent rétifs aux maths et la difficulté que ressentent les élèves dans cette discipline. La peur, ça se transmet dans les sociétés et ça se transmet dans les familles. Ça, c'est quelque chose depuis longtemps reconnu. Mais cette étude montrait également l'impact de la pression parentale dans la réussite des enfants, dans certaines disciplines scolaires et en particulier les maths. On connaît tous ce principe vieux comme Hérode. Bon, je viens d'avoir ton bulletin scolaire. Ok, pour musique et dessin. Bon. Mais maths et français, hein, Timothée? Non. Soit dit en passant, cette dichotomie, elle est aussi malheureusement alimentée par le système scolaire français. Et les réformes récentes du collège et du lycée, elles vont pas aider. Ok, ça marche. Et je voulais vous parler aujourd'hui de la nouvelle réforme du baccalauréat. Derrière moi, j'ai écrit la liste des notions qu'on doit enseigner en 4 heures par semaine. Ce professeur de mathématiques en fait la démonstration au tableau. Pour les classes de première qui choisissent spécialité maths, la réforme du bac est une équation impossible à résoudre. Et Python, et en plus mettre nos contrôles dans ces 4 heures par semaine. Trop de notions, pas assez de temps pour les enseigner. Selon cet agrégé, le ministre doit revoir sa copie. Ok, ça marche. Ok, ça marche. Ok, ça marche. Et pour revenir à notre tableau, le groupe des sciences molles, ou douces, regroupe le vaste champ des sciences humaines et sociales. Et ces sciences, elles mettent au centre du débat l'homme. Alors pas l'homme en tant qu'amas de cellules impersonnelles, gouverné par un ensemble de mécanismes biochimiques tout aussi impersonnels, mais l'homme et sa réalité vécue. Sa réalité dans son monde, au sens strict, au sens propre, mais aussi son monde au sens figuré, au sens le plus subjectif et subtil possible. Déjà, quand on comprend cette définition, on voit bien que sciences dures et sciences molles, elles se complètent et s'enrichissent mutuellement. Il est évident que l'archéologie, la paléontologie, l'anthropologie, l'histoire, la linguistique, elles se recoupent. Et il est évident que la géophysique et la climatologie, par exemple, elles peuvent collaborer et servir la géographie et les sciences économiques. Et dans l'autre sens, il est aussi évident que la géographie et les sciences économiques peuvent collaborer avec, par exemple, l'écologie du paysage, puisqu'on parle d'écologie dans cette vidéo. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que la notion d'interrelation, de connectivité, elle est vraiment présente au cœur des mécanismes qui régissent notre planète et en réalité notre univers. Attention, loin de moi l'idée de dire que les sciences dures nient cette réalité multifactorielle. Si on prend par exemple le cas de la climatologie et de la discipline qui en découle et qui étudie les manifestations visualisables de la climatologie du point de vue de l'être humain, à savoir la météorologie, là il y a un nombre vraiment incroyable de facteurs à prendre en compte, c'est surréaliste. Et c'est d'ailleurs la raison qui explique pourquoi il est si difficile de prévoir le temps. Donc je sais qu'on est tous un peu chafouins le matin lorsqu'on jette un œil à notre appli météo sur le portable et qu'on voit que certains se sont parfois un peu trompés dans l'évolution du climat sur la journée. Mais croyez-moi, ce qu'ils parviennent à prévoir, déjà sur leur petite application, c'est tout simplement phénoménal. Mais c'est pas ça que je veux montrer du doigt. Ce que je veux mettre en exergue dans cette vidéo, c'est l'erreur qui est parfois commise et le corporatisme que l'on voit dans les milieux scientifiques ambiants où on oublie, parfois volontairement, de mettre en perspective et en collaboration le savoir et le savoir-faire de plusieurs disciplines scientifiques. Alors, petit disclaimer, dans la suite de ma réflexion, je vais surjouer les bénéfices et ce qu'apporte l'écologie par rapport aux autres sciences dures. Mais loin de moi l'idée de dire que l'écologie est supérieure. C'est simplement pour illustrer, c'est fait exprès, pour illustrer le fait que parfois il existe une certaine absurdité ambiante lorsque l'on essaie de comparer justement les sciences entre elles. L'écologie, c'est une branche de la biologie, une des nombreuses branches de la biologie, qui se donne pour objet l'étude des interrelations entre les êtres vivants et leur milieu, et entre les êtres vivants entre eux. Donc on voit bien avec cette définition que la notion d'échange et d'interrelation, elle est vraiment fondamentale. Quand on fait de l'écologie, il faut forcément penser plus grand, voire plus grand. On ne s'intéresse pas uniquement à une espèce, mais aussi à son environnement, à l'habitat qu'il accueille. D'ailleurs, du point de vue étymologique, le mot, le préfixe « éco », il vient de la racine grecque « oikos », qui signifie justement « habitat », maison. Lorsqu'on parle de sciences de la matière, l'unité fonctionnelle, le Lego de base en fait on pourrait dire, c'est l'atome, ici représenté au sein de cette molécule par ces petites billes de couleur.
En écologie et en biologie, l'unité fonctionnelle, c'est pas l'individu, c'est la population. C'est-à-dire un ensemble d'individus d'une espèce donnée en un lieu donné. Et cette notion d'ensemble, elle pose déjà un jalon très intéressant dans le fait qu'au sein des sciences de la nature, et en particulier en écologie, il faut penser la nature comme un tout, un système. D'ailleurs, la notion de système, elle est au cœur de la pratique de l'écologie, puisque les populations, elles s'inscrivent au sein d'une unité fonctionnelle dynamique qu'on appelle justement un écosystème. Alors un écosystème, c'est l'ensemble formé par une ou plusieurs populations d'espèces différentes ou pas, qui cohabitent en un habitat et qui entretiennent des interrelations entre eux. Et on comprend rapidement qu'à ce petit jeu, il existe finalement qu'un seul écosystème, notre planète, la Terre. Et au sein de cet écosystème viennent s'emboîter différentes unités. Et je trouve que c'est là une grande leçon, ou plutôt un encouragement qu'apporte l'écologie aux autres sciences, dans le fait qu'il faut considérer notre monde et même notre univers comme faisant partie d'un tout. Pensée globale, voire plus grand. Il est évident que dans le monde vivant, aucun être vivant ne vit isolé des autres. Lorsque l'on parle d'écologie, lorsque l'on étudie la nature sur le terrain, forcément, on ne peut pas se focaliser sur un être vivant, une population, un habitat. Il faut penser global. Et ça nous renvoie notamment aux images que j'avais montrées dans une précédente vidéo sur le boulot qu'on avait réalisé en Grèce sur l'étude des populations de tortues kawan en Méditerranée. Même si la tortue, c'était évidemment le point central de la mission du boulot, en fait, l'essentiel de la tâche, elle ne se concentrait pas sur cette espèce ou sur un individu. On n'avait pas passé notre temps à étudier une tortue ou un site de ponte. On avait regardé comment fonctionnait la dynamique de la plage, où il y avait les sites de ponte, ou plutôt les plages. On avait essayé de s'intéresser à la dynamique des migrations des tortues adultes en Méditerranée. Et puis évidemment, on avait essayé de s'intéresser aussi à l'impact des populations humaines qui vivent continuellement toute l'année au contact des tortues. Cette nécessité de pensée globale, elle se voit bien dans la définition de l'écosystème et dans la définition même de l'écologie. On comprend bien les interrelations au sein de cette petite équation. Et on voit bien aussi par conséquent qu'il suffit de perturber un élément pour que ça ait des conséquences sur tous les autres. Et gardez bien ça en tête, jouer sur un seul élément du système peut avoir et aura des conséquences sur le reste du système. C'est ce qu'enseigne cette discipline qu'est l'écologie, pensée globale. Et je trouve que c'est une bonne leçon pour nous tous, pas juste les scientifiques. Et même je dirais en particulier, c'est une bonne leçon pour nos décideurs. Alors je vais vous raconter une anecdote personnelle, mon parcours pro tout à fait personnel, qui illustre bien ça. Donc c'était il y a une dizaine d'années environ, et c'était une des premières missions, une des premières activités que je faisais. Et j'avais été envoyé avec le Conservatoire des Rives de la Loire pour essayer de déployer un programme de conservation des annexes hydrauliques de la Loire, plus particulièrement les bras morts de la Loire. On appelle ça des boires dans le parler local. Et l'idée sous-jacente derrière tout ça, c'était de protéger le milieu, la Loire, l'un des derniers fleuves sauvages d'Europe, on dit. Mais plus précisément, l'idée et l'ambition, c'était de protéger certaines espèces patrimoniales, et en particulier le brochet. Donc on avait été voir différentes communes, différentes mairies, des communes sur lesquelles le projet était censé passer. À un moment, je vais voir un maire d'une commune, je ne dis pas le nom, mais c'est une petite ville pas loin d'ici, pas loin d'ici à Angers, et qui passe au bord de la Loire. Et le maire, je lui dis, bon, j'ai ce projet-là, je lui montre l'intérêt scientifique, l'intérêt environnemental, l'intérêt pour sa commune. Et il nous dit, ouais, excellente idée, nous on est chaud, on va bien participer. Donc c'est pas mal, c'est parfait, donc voilà, on est content. Je lui dis également qu'on sort à peine d'une rencontre avec une autre maire d'une commune qui était voisine. Et là le gars il nous dit, donc c'est bien, mais ce serait pas mal quand même si on bossait entre nous. Pas la peine de demander à madame le maire de la commune d'à côté. On va faire ça entre nous comme ça, voilà, on tire les bénéfices, c'est parfait, tout le monde est content. Alors là je précise qu'ils ne sont pas du même bord politique. Et moi j'étais vraiment circonspect là, quoi. Je venais de commencer, je terminais à peine mes études, c'était une des premières missions. Et je savais pas trop quoi répondre, parce que je dis au gars, ok, ouais, c'est super, monsieur le maire, c'est bien, mais l'eau, elle coule avant et elle continuera de couler après. C'est le même milieu, c'est la même eau, donc pour que le projet fonctionne, il faut forcément qu'on travaille aussi avec les autres communes, quoi. Vous voyez, cet exemple, il illustre bien la problématique, le problème récurrent quand on essaye d'appliquer à la vraie vie des principes scientifiques
et en particulier issus des sciences dures. Et cet exemple, il illustre aussi une autre problématique récurrente quand on essaye d'appliquer à la vraie vie les principes scientifiques issus en particulier des sciences dures, c'est la problématique de l'échelle spatiale et l'échelle temporelle, qui sont extrêmement difficiles à prendre en compte, en particulier du point de vue des décideurs. On le sait tous, hein, bien souvent, nos décideurs, ils pensent beaucoup trop local et ils pensent à courte échelle temporelle. Il y a là une réelle difficulté à admettre que le savoir et le savoir-faire des autres disciplines scientifiques peut être intéressant, peut apporter sa pierre à l'édifice et qu'il est essentiel de voir une problématique comme faisant partie d'un tout. L'écologie, elle a toujours essayé de garder ce point de vue. Il est parfois un peu compliqué pour certains spécialistes d'admettre cela. Ou en tout cas parfois de spécialistes de plateau télé ou de spécialistes autoproclamés des réseaux sociaux. Et nous, on va profiter de ce bazar ambiant pour prendre un peu de repos. Eux aussi, ils en auraient bien besoin. Et on va clore là cette première partie sur cette réflexion quant à la coopération entre les sciences, et en particulier de ce que les sciences du vivant, comme la biologie et l'écologie, peuvent apporter à un débat qui concerne toutes les sciences. À bientôt.